Et bienvenue Eva Collin dans Merci. dans cette journée dédiée à la littérature belge. Donc, Eva Collin, c'est ton nom de plume et tu écris depuis quelques années déjà. Tu es en auto-édition, donc c'est depuis le départ et encore aujourd'hui. Mais avec un audio qui sort, donc il y a un développement et un succès au rendez-vous, en fait, avec tes quatre récit qui mélange le thriller et les émotions. Ça, c'est ta patte, c'est ça, c'est ton image. Et j'ai vraiment envie de t'entendre sur ton parcours. Et pour commencer, ben, qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier de l'écriture et de démarrer ce premier roman? Est-ce que c'est le premier? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses avant que tu n'as pas publiées? Voilà, quelle est ton histoire? Alors, c'est une longue histoire, donc je vais essayer de faire court, mais j'écris depuis très, très petite. J'ai toujours eu un amour des livres, un amour des mots, très jeune. Et donc, j'ai commencé par écrire des poèmes, des chansons, très, très petites, des petites histoires, un journal intime. En fait, je pense que tout ce qu'on peut écrire, je l'ai écrit. C'est-à-dire que tous les modes d'écriture sont passés sous mes stylos. J'ai écrit des nouvelles quand j'étais adolescente. J'avais gagné un concours de nouvelles dans mon collège, ce qui fait que ça m'avait en fait donné un petit peu l'idée que peut-être voilà, il y avait quelque chose avec ça, que mon amour des mots, ben, ça répondait peut-être aussi à quelque chose. Et donc, j'ai continué à écrire des petites histoires, des petites nouvelles. J'ai commencé des romans que je n'ai pas terminés, Mhm. mais j'écrivais aussi d'autres choses parce que j'ai été rédactrice au journal du collège en dernière année. Donc, j'ai écrit des articles. Et quand je suis arrivée à l'université, j'aimais beaucoup l'aspect recherche. Et donc, j'ai choisi des cours aussi qui m'amenaient à rédiger à ce niveau-là, au niveau professionnel, au niveau sciences humaines. Et puis, j'ai été engagée dans une ASBL où, en fait, j'étais à mi-temps rédactrice et à mi-temps seulement psychologue. Donc, dès le départ et toute ma vie, j'ai écrit. Donc, j'ai écrit sur la mise en projet, j'ai écrit des outils pour les jeunes, j'ai écrit des livres sur les métiers, donc en faisant des recherches, en structurant ma pensée, en apprenant aussi à avoir une plume précise, fine, attractive, etc. C'était pas de la fiction, c'était une belle école. Et à ce moment-là, je n'écrivais plus de fiction. Mais j'ai quand même écrit des pièces de théâtre. Donc ça aussi, parce que j'ai fait du théâtre dans plusieurs compagnies, dans des groupes amateurs. Et c'est vrai qu'on a créé des spectacles de toutes pièces. J'ai écrit aussi des textes de présentation, parce que j'étais souvent aussi un petit peu Madame Loyal. Hein. Et donc, voilà, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit de tout. Mais c'est vrai que le premier roman que j'ai terminé, qui est Quand le trèfle et le papillon vacillent, et qui a lancé vraiment mon lien avec le public, c'est un roman qui est venu à un moment donné de ma vie où j'avais du temps pour la première fois. J'avais du temps et j'avais des émotions à évacuer. Et donc, ce qui m'a amené à écrire, c'est un personnage, une émotion liée au deuil de mon propre grand-père, qui a éveillé quelque chose. Et c'est vraiment particulier, mais on me l'a déjà demandé dans d'autres interviews et j'aime raconter cette anecdote. Tous mes romans jusqu'ici, et même le cinquième sur lequel je travaille, sont tous nés d'un personnage. Pas d'une idée plus générale, mais d'un personnage et tout associé à un thème assez vite. Mais ce premier, il est né d'une émotion personnelle et mis à part ce lien au deuil, toute l'histoire est fictive. Après, c'est parti vraiment dans quelque chose qui était totalement un plaisir de l'invention, mais c'est parti d'une émotion personnelle et sincère liée à cette perte. Et quand tu as commencé ce roman, tu avais prévu de le publier? Quand je l'ai commencé, j'ai su très vite que contrairement au début de roman qu'il y avait dans mes tiroirs, j'irais au bout du roman. Je n'avais aucune idée ça de ce que j'en ferais, mais au fil de l'écriture de ce roman, en même temps, j'étais en phase de réorientation professionnelle. Et en fait, j'ai tellement apprécié, et quand je fais quelque chose, j'ai tendance à beaucoup me documenter, à beaucoup me former. Je me suis formée à la narratologie, j'ai lu des livres et des livres sur l'écriture, même sans savoir ce que j'en ferais, même si c'était pour le faire lire juste à mes proches, je voulais qu'il soit le plus professionnel possible. Que je revenais vraiment à cet amour des mots et en même temps à cet amour de l'invention. Et en fait, ça a été le début de quelque chose qui m'a dépassé très vite, en fait, qui m'a dépassé en termes de, oui, de passion. Et puis finalement, très vite de me dire, mais c'est ça ma réorientation, c'est travailler avec les mots et avec les gens
Finalement, ce roman, je me suis dit, donc il faut que je le publie et que j'ai découvert, en parallèle à ma réécriture, à mes réécritures, le monde de l'édition et de l'auto-édition, et que donc j'ai décidé de l'auto-éditer. Tu avais envisagé d'aller en maison d'édition? Oui, parce qu'au départ, je ne connaissais que ça. Oui. Comme beaucoup, je pense, de personnes qui ne fréquentent pas forcément les salons littéraires, parce que je ne fréquentais pas les salons littéraires, je suis une lectrice depuis toujours, je lis énormément, et je lisais même énormément déjà enfant, mais voilà, j'allais en librairie simplement, et à la bibliothèque. J'échangeais avec mes copines, j'avais créé une bibliothèque dans ma chambre je faisais des clubs de lecture quand j'étais adolescente, mais je n'allais pas en salon et je ne connaissais pas autre chose que pour moi, un auteur était dans une maison d'édition. Et c'est en découvrant l'auto-édition que j'ai découvert la liberté que cela pouvait apporter, puis la rapidité aussi d'exécution. Et ayant la chance d'avoir des compétences qui me permettaient de réaliser la mise en page, de connaître des graphistes, etc., je me suis rendu compte que ça m'était accessible. Et donc, voilà, j'ai contacté des correctrices, j'ai travaillé vraiment avec tous les corps de métier nécessaires pour un travail éditorial de qualité dès le premier roman. Et je voulais aller plus loin et donc même me former moi aussi à la correction. J'écris et puis j'accompagne des auteurs qu'ils souhaitent s'éditer ou s'auto-éditer. Je Oui, les accompagne en tant vraiment que relectrice, correctrice majoritairement. oui. J'étais aussi coach littéraire, mais ça, j'ai un peu réduit cette part-là de mes activités. Ce qui me plaît le plus, c'est accompagner la personne sur son texte déjà avancé. Et donc, ce premier roman est autopublié. Tu as fait le choix d'aller sur Amazon. Oui. Comment est-ce que tu as... Donc là, il a fallu parler de toi, parler de ton livre, faire ta promotion. Comment Oui. ça s'est passé? Alors, ça s'est passé par essai-erreur. Sur les mois qui ont précédé vraiment la publication, j'ai découvert un petit peu aussi la réalité des réseaux sociaux littéraires, Bookstagram, Facebook un peu moins, mais j'y étais présente aussi un peu. Il faut savoir que moi, les réseaux sociaux, je ne les utilisais presque pas au niveau personnel. Donc, je suis entrée dans la danse pour parler littérature. Je me suis rendu compte que de toute façon, c'était un terrain nécessaire pour obtenir de la visibilité, rencontrer des chroniqueurs, des lecteurs, d'autres auteurs. Et ça m'a aidé à découvrir un petit peu, à faire de l'essai-erreur, à créer un peu une petite communauté, hein, très, très humblement. Et en avançant, j'ai été vers les salons pour aussi rencontrer mon public potentiel. Je trouve que c'est une activité qui demande beaucoup d'énergie aussi, mais qui en donne énormément. Je trouve que les rencontres en salon sont magnifiques. Et donc, en mêlant la présence sur les réseaux sociaux et la présence en salon, j'ai pu me constituer une petite communauté. Et en parallèle, effectivement, mon roman était présent sur Amazon, rencontrer un peu son public. En tant qu'auteur indépendant, tout ça est un peu difficile à concevoir. C'est difficile de savoir à partir de quand on se dit que là, ça peut prendre un peu une ampleur Mhm. qui est intéressante. Mais moi, je n'avais pas d'objectif. Je voulais que mes messages puissent toucher des gens, mais je ne m'étais jamais dit, je veux toucher, je ne sais pas moi, 100 ou 1000 lecteurs. Je ne m'étais pas dit, j'aurais fait en me sentant utile si j'ai tel ou tel résultat. Donc en fait, j'ai pris les choses au fur et à mesure comme elles venaient et tout s'est enchaîné selon les expériences au fur et à mesure, d'une manière qui, moi, en tout cas, me satisfait et me rend fière. Voilà. Quand j'ai eu terminé le premier, Oui, avant même d'appuyer sur publier, j'avais l'idée du deuxième et je savais que j'écrirais un deuxième. oui, Je ne me suis jamais dit que à ce moment-là, je ne me disais pas c'est important d'obtenir un succès, par exemple, financier. Mais j'avais ce projet d'accompagnement, de relecture, de bêta-lecture et de correction qui pour moi était ma base de travail. Et les romans, c'était du bonus. Après, je me suis rendu compte que c'était possible d'avoir un apport financier et que je pouvais me permettre de me dire, voilà, je vais travailler à mi-temps sur mes projets pour les autres auteurs et à mi-temps sur mes propres livres. Mais ça s'est fait avec le temps. oui. Je savais que c'était possible parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs indépendants. Quand on voit sur le chemin quelqu'un qui a pu trouver sa place, trouver un lectorat en partant de rien, sans connaissance dans le milieu, et que la personne vise de vivre de sa plume, même peut-être à temps plein, et qu'elle y arrive, c'est très inspirant en fait.
Parce que si on se dit, si elle a pu le faire, c'est possible. Alors c'est probable, c'est possible. À quelle vitesse, de quelle façon? Moi, c'est pas mon objectif de vivre de ma plume à temps plein, mais mon objectif, c'est que maintenant, aujourd'hui, avec le recul de 4 dernières années, mon objectif, c'est que le temps que je consacre à l'écriture soit à minima euh, rentabilisé pour que je puisse continuer à avoir ce luxe de consacrer du temps à l'écriture. C'est mon succès personnel, parce que le Oui, succès est au rendez-vous. C'est un peu compliqué parce que qu'est-ce que c'est le succès? Il y a le succès au sens de l'acceptation de rencontrer le public, devenir populaire auprès de qui je ne sais pas. Et oui. puis il y a le succès personnel au sens de processus qui permet d'atteindre un sentiment de réussite personnelle. Et ça, en tout cas, dans mon cas, c'est vrai que la légitimité est née des retours très enthousiastes que j'ai obtenus de mes premiers lecteurs, même de personnes du milieu, d'un agent littéraire, d'éditeurs. En fait, c'est cette légitimité qui m'a été renvoyée de mon lectorat, de certaines personnes que je ne connaissais pas, qui ont commencé à m'envoyer des messages, qui m'a donné de la force. À ce moment-là, peu importait le nombre de personnes, ce qui comptait, c'était la qualité de ce qu'on me renvoyait Oui. parce que la qualité de ce qu'on me renvoyait nourrissait mon envie de continuer à produire des histoires de qualité qui pourraient peut-être à nouveau toucher un autre public, ces mêmes lecteurs qui attendaient donc le suivant et peut-être un public plus grand. Et ce public, effectivement, il augmente de livre en livre. Tu Oui, as beaucoup de retours, de commentaires sur Amazon, ce qui est quand même pas mal. Félicitations. Et puis, merci. tu as eu, je dirais encore une autre surprise. C'est avec La Goutte d'eau que tu as eu ce prix, enfin cette nomination pour le prix des plumes francophones, qui était un prix donc décerné par la plateforme Amazon. Et tu t'es retrouvé parmi donc le top 5 et tu t'es retrouvé donc à Paris, sur la scène. Oui, c'est Raconte-moi bien. cette aventure. Tu bien renseigné, tu es bien renseigné. Euh, En fait, c'est quelque chose que je ne m'explique pas vraiment. On n'a pas les coulisses de l'événement. Ce que je sais, c'est qu'il y avait 1800 participants en 2023, donc l'année où je me suis inscrite. Je me suis inscrite simplement en cochant une case parce qu'en fait, la plateforme le propose automatiquement quand on met en ligne son livre entre le 1er mai et le 31 août. C'était mon cas. Je publiais mon livre en mai 2023. C'était La Goutte d'eau. Et donc, la case est apparue, on m'a proposé, voulez-vous cocher? Ça prenait une seconde. J'étais en train de construire mon entreprise. Je me lançais en octobre. Je pensais à bien d'autres choses qu'à avoir coché cette case. Ce qui fait qu'en septembre, quand j'ai eu quelqu'un d'Amazon au téléphone qui me disait bonjour, vous faites partie des 5 finalistes sur les 1800 participants, j'ai cru que c'était une blague. J'ai vraiment cru que c'était une blague. Vraiment, j'ai cru que c'était trompé. Et donc, oui, ça a été une belle surprise, évidemment, même si en même temps, c'est tellement improbable qu'on a du mal à, je pense, s'accrocher à la réalité de ce qui se passe. C'est une belle mise en évidence, tout simplement, parce que ce soit les quatre finalistes ou le lauréat, on a tous été un petit peu chouchoutés et mis un peu en évidence grâce à ce prix. Et effectivement, ça reste toujours un plus dans un parcours d'avoir à un moment donné été valorisé par un jury. Voilà, c'est agréable et c'est quelque chose voilà, un beau souvenir pour moi d'avoir eu cette belle expérience. Et du coup, ça a boosté tes ventes? Je pense que j'ai été sélectionnée parce que mes ventes étaient élevées. C'est Oui, donc c'est parti la d'experts. sélection, la première sélection, elle est arithmétique en fait. Oui. Donc sur les 1800 personnes qui cochent la case, il y a cette espèce de sélection naturelle de dire quels sont les livres qui ont déjà naturellement attiré par leur couverture, leur résumé et qui ont donc un certain nombre de clics de vente. Qui, Mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans les 5? Effectivement, il y a un jury et il y a une qualité qui a été validée. Je ne sais pas l'expliquer, en fait, pourquoi La Goutte d'eau a eu un tel succès au départ sur la plateforme. J'avais fait de la publicité, mais je l'avais fait aussi pour le premier roman et l'impact n'a pas été le même. La Goutte d'eau a vraiment explosé tous mes chiffres précédents. Il y a quelque chose en lien avec le lien entre le thème, le lieu, le décor, la couverture. Il y a quand même une part un peu parfois de mystère dans le marketing du livre, parce que des bons livres, il y en a beaucoup. Des très bons livres, il y en a énormément. Et pourquoi certains vont réussir après au niveau marketing à se dégager, les éditeurs et les auteurs eux-mêmes n'ont pas toutes les réponses. Et il n'y en a pas. J'ajoute, c'est une recette de cuisine un peu compliquée, un peu secrète, mais que personne ne connaît.
On ne sait pas répliquer. Non, non, tout à fait. Et je pense que dans le cadre de ce prix, ce qui était très intéressant pour moi, c'est effectivement d'avoir rencontré effectivement à Paris sur la scène d'autres auteurs indépendants comme moi, et puis les membres du jury qui ont pu me parler aussi de mon livre. Donc tout ça, ce sont des échanges qui enrichissent le parcours, qui enrichissent la réflexion et qui permettent aussi de s'ancrer dans un état d'esprit quand je vois les auteurs avec lesquels je travaille, qui ont des résultats qui satisfont leurs propres critères de succès, hein, leurs critères de succès personnel. Ce sont des auteurs qui se mettent dans une démarche vraiment d'authenticité et de Oui, professionnalisation. oui. Et quand les deux sont présents, je pense que ça crée une forme de confiance et que ça crée un cercle vertueux qui donne la force et l'envie de continuer et de se perfectionner, de continuer à se former. Ça donne encore plus de pugnacité. Et je pense que la pugnacité est aussi quelque chose de très très important pour écrire un livre, parce que c'est très long d'écrire un livre. Oui. Et pour arriver déjà à ce premier succès qui est de finir son livre et qui en soi est une réussite vraiment déjà à valoriser, il faut beaucoup, beaucoup de patience et avoir conscience des étapes nécessaires de réécriture et de retravail qu'on peut mésestimer parfois. Donc, Oui, 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 c'est du boulot, hein. Effectivement, on est déjà bien méritant d'arriver au bout. Et si on peut voilà, transformer l'essai, c'est encore mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Et comme tu dis, il y a une base qui est cette authenticité, d'être vrai oui, avec ce qu'on écrit, de ne pas chercher à plaire au lecteur. c'est ça. Est-ce qu'il y a des erreurs récurrentes que tu vois, ou est-ce qu'il y a des choses, voilà, des conseils que tu pourrais donner à ceux qui se collent à l'exercice? Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fréquent quand j'accompagne un auteur dans sa toute première bêta lecture, hein, dans la bêta lecture de son premier roman. Euh, Souvent, c'est quelque chose qui s'est fait sur du long terme. Et Oui, le texte qu'on reçoit, il y a plusieurs histoires dedans, il y a même plusieurs écrivains dedans. Il y a l'écrivain du tout début, avec les balbutiements de sa première idée et de sa première manière d'écrire. Et il y a parfois l'écrivain 2 ans plus tard qui avait une idée, qui a une fin beaucoup plus construite que son début et qui a un style qui a évolué. L'auteur vient vers nous en tant que professionnels, bêta lecteur ou parfois correcteur, et là c'est malheureusement encore bien trop vite, alors qu'il y a une phase de retravail oui. global de tout le projet à réaliser pour déjà lisser le style sur base de tout ce que la personne a appris pendant son parcours de ce premier jet et pour relisser les enjeux de ces personnages. Parce que il y a quand même quelque chose, on en parle souvent dans les formations en narratologie, et c'est vrai que je le vois vraiment dans la pratique, il y a un peu ce problème de personnage. L'auteur peut avoir l'idée de l'histoire et va créer des personnages mais qui n'ont pas beaucoup d'épaisseur pour Mhm. servir l'histoire. C'est beaucoup plus facile de tomber dans tous les petits travers qu'on connaît, c'est-à-dire avec trop d'exposition, un ventre un peu mou, des incohérences dans le profil des personnages, tout simplement, parce que comme c'est un personnage un peu marionnette au profit de l'intrigue, eh bien, le personnage n'est pas assez Très- distant et peut perdre un peu de son identité au fil du Oui, manuscrit, oui. par exemple. C'est un subtil mélange à trouver entre cette intrigue, parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent, et en même temps, voilà, des personnages qui portent l'histoire, mais qui sont profonds, ancrés, qui ont une identité. Et, le secret, c'est d'écrire encore, et de Tout à s'exercer, fait, et de se relire, et de ne pas hésiter à se faire lire, hein. Donc, tout à fait. d'où aussi cet intérêt primordial d'avoir de la bêta lecture ou une relecture professionnelle pour voilà, avoir cet œil extérieur, parce qu'à un moment donné, on ne voit plus soi-même, hein. Tout à fait. Moi-même, avec mon tout premier roman, comme je me formais, etc., je savais que la bêta lecture était importante et j'avais fait appel déjà à 9 bêta lectures. Et quand j'ai reçu, j'avais fait une grille de 5 pages qu'ils devaient me remplir. Et quand j'ai reçu leur rapport, c'était mais tellement riche. J'ai vu à travers leurs yeux mon texte différemment. Parce qu'il y a ce miroir où je me suis rendu compte que j'abordais des thèmes dont j'avais moi-même pas conscience. Oui, Parce qu'en fait, on écrit une histoire. Enfin, moi, j'écris à partir de mes personnages. Mes personnages vivaient des choses. J'ai créé mon intrigue. J'avais des thèmes. Il y en avait d'autres. En réalité, tellement transparents avec le recul, mais que moi-même, en tant qu'auteur, je n'ai pas souligné alors qu'ils étaient là. Et ça, ouais. c'est magique. Et là, maintenant, j'ai des audios qui vont sortir. Oui, ça, c'est une belle Un peu surprise tard, aussi. c'est pas C'est non une belle plus. surprise aussi, Ouais, parce que je suis la première à ne regretter aucunement d'être auteure indépendante pour mes livres papier et numérique.
Mais pour la version audio, je n'avais pas du tout encore réfléchi à cela. Bien sûr, je voyais que certains de mes collègues commençaient à produire leurs audios, parfois eux-mêmes, ou à être contactés par Audible ou d'autres plateformes. Je me suis posé la question sans creuser. Et puis tout à coup, pendant la fin de l'hiver, début du printemps, j'ai été contactée par une éditrice donc d'une maison audio qui s'appelle Télém, édition Télém, du groupe RB Media, qui est un assez grand groupe audio. Et en fait, elle me disait qu'elle était tombée par hasard sur La Goutte d'eau dans la liste des ventes sur Amazon, qu'elle s'intéressait à l'histoire et qu'elle voulait savoir en fait quelle était ma manière de travailler et elle voulait savoir si elle pouvait le lire. Donc, bien sûr, je lui ai Ah oui, envoyé je vous en prie. et en fait, elle l'a adoré. Elle m'a proposé un contrat d'édition pour la version audio et donc bien l'analyser, bien sûr, parce que je suis pas j'ai voulu m'assurer hein, que c'était quelque chose entre le faire moi-même et là être accompagné et accepter ce contrat. Est-ce que cette fois je disais oui? Je pense que la version audio c'est encore un autre travail. Ce Oui. sont d'autres compétences difficiles à coordonner qui demandent tout l'aspect technique des studios d'enregistrement ou de la qualité d'enregistrement. Puis même les narrateurs, c'est quelque chose aussi de compliqué que de lire un livre audio d'une façon dynamique, intéressante, d'interpréter sans trop interpréter, parce que ce n'est pas non plus un jeu d'acteur, mais c'est un jeu de narrateur engagé. Et je me suis rendu compte que là, j'avais beaucoup de chance qu'on me fasse cette proposition, et donc j'ai accepté. Et donc, La Goutte d'eau et L'éclat dérobé sont sortis en audio. Super, mais bravo. Un beau parcours, Eva. Quelles sont les perspectives à venir? Tu écris ton cinquième roman. C'est encore trop tôt. Il est encore trop frais que Oui, pour en parler, mais en tout cas, voilà, il pense et j'espère qu'il sortira comme d'habitude au printemps de l'année prochaine, peut-être un peu avant, on verra. donc tu as un planning, tu t'organises pour sortir un livre par an, c'est ça ton objectif? En fait, ça l'est devenu. À partir de La Goutte d'eau, je me suis rendu compte que c'était possible. Dans mon temps de travail, en me consacrant un petit mi-temps à l'écriture, c'est pas chaque mois, je n'ai pas un réel mi-temps à consacrer à l'écriture, mais en tentant de me libérer du temps, je me suis rendu compte que c'était possible. Je sais qu'il y a des auteurs indépendants qui arrivent à écrire même plus de livres par an en s'y consacrant totalement, etc. Moi, j'ai pas encore trouvé la manière avec la profondeur, enfin ma manière de travailler en fait, qui Mhm. me demande pour me sentir à l'aise avec mon texte. J'ai vraiment besoin de passer beaucoup de temps avec mes personnages. J'adore la phase de préparation. En plus, pour moi, c'est un plaisir d'aller chercher les décors, etc., de tout mettre ensemble. Et ici encore, le cinquième, on est vraiment, il y a une enquête, il y a une partie thriller, une partie enquête. Quand on écrit des romans à suspense avec une enquête, ça demande beaucoup plus de préparation que, Mhm. par exemple, en tout cas au niveau, Oui, tous les romans demandent de la préparation évidemment, mais il y a toute une part au niveau de la cohérence et de la gestion de la diffusion des informations dans le récit oui, qui est une couche de travail encore plus importante par rapport à d'autres styles littéraires où on va là avoir d'autres choses à travailler. oui. Et donc, voilà, pour le moment, j'ai un peu du mal à me dire que j'en écrirai plus qu'un par an. En tout cas, comme je prends vraiment plaisir aussi à travailler sur les textes des autres et que ça reste Oui, vraiment important pour moi oui, d'avoir les deux casquettes, je pense que c'est un objectif qui, moi, me satisfait comme ça. oui, oui. Et tu parles beaucoup de tes collègues, autrices indépendantes, hein, plutôt des Oui. femmes, je pense. Hein. Oui, il y a quelques hommes, mais voilà, je fais partie de certains groupes d'entraide. Enfin, j'ai des contacts évidemment avec que ce soit mes clients ou mes collègues qui ne sont pas clients, mais avec qui on échange. 90% de femmes, oui, Oui, hein. 90%. C'est important de bien s'entourer. Essentiel. Il faut savoir que écrire un roman, c'est une activité très solitaire, très longue. Si on est seul, qu'on n'a pas à un moment donné la capacité d'échanger sur les idées, sur le processus, sur l'état d'esprit, euh, ça peut être très très perturbant. Hein. C'est, je pense, dans tout travail, avoir des collègues, c'est quand même important. C'est la plupart du temps quand même un soutien et quelque chose qui permet d'avancer. Et je pense que dans l'écriture, ça l'est d'autant plus. Oui. Enfin, ça peut être des proches, ça peut être s'entourer via des professionnels qui vont nous accompagner. Et ça peut être effectivement faire partie de communautés d'auteurs, mais dans tous les cas, indispensable pour avancer et aller vers peut-être des réussites personnelles qui peuvent s'amplifier. S'entourer, c'est essentiel. Pour la Oui. professionnalisation et pour l'état d'esprit. Et le syndrome de l'imposteur, il est toujours un peu derrière la porte. Donc, Bien sûr. même si ça se vend, qu'on a du succès, qu'on a des retours, ça reste. Il est toujours là.
il est toujours là. J'ai lu avec grand plaisir, vous connaissez peut-être la série, je crois que ça s'appelle Secret d'écriture, et donc des écrivains qui, eux, ont des succès qu'on ne met pas en doute, et presque tous parlent du syndrome de l'imposteur dans leur roman, enfin dans leur livre témoignage, parce qu'on a beau avoir du succès, je ne sais pas, moi je vais prendre Virginie Grimaldi, elle a beau avoir un lectorat de millions de personnes, chaque sortie, elle se sent jugée dans sa subjectivité. Dans le domaine artistique, chaque production, il y a Ouais, une part de soi ouais. et forcément, on va avoir de toute façon des gens à qui on ne plaira pas, à qui le livre ne plaira pas. Ça fait partie de la vie d'artiste. Et Oui. un auteur est un artiste et doit vivre avec ce doute permanent. Et en fait, je pense qu'on apprend à vivre avec, mais que ce serait illusoire de penser qu'il s'en va totalement. Oui, parce que comme tu dis, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut accepter ça. Et que ça ne remet pas en question le droit que l'on a d'exprimer ce que l'on a exprimé. Exactement. Moi, j'aime quand les lecteurs me disent ah, j'ai lu ton dernier roman, mais mon préféré, ça reste quand même, par exemple, celui-là. Ou j'ai lu ton dernier roman, c'est mon préféré. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps, maintenant d'avoir 4 romans Oui, oui, oui. Ouais. dans mon, voilà, mes petites réalisations personnelles. Chaque roman est le préféré de quelqu'un. Et je n'ai absolument pas un événement où un des 4 se vendre le plus. Par exemple, quand je suis en salon, c'est pas du tout toujours le même qui va se vendre le plus. Ouais. Et ce n'est pas toujours le même, comme s'il y en avait un qui était meilleur que les autres. Non. En fait, non. J'ai des lecteurs pour chacun de mes livres. Et, Après, et au niveau toi, marketing, au niveau vente, la goutte d'eau s'est vendue beaucoup plus que les autres. Mais dans les faits, au niveau après des retours et de la qualité des retours, etc., ils sont tous le préféré de quelqu'un. Ils ont tous généré par des messages qui m'ont touché dans la façon dont ils avaient pu raisonner. est-ce que toi, tu as un préféré? Ou c'était Moi, le quelqu'un? préféré, c'est toujours celui que je suis en train d'écrire. Ah, oui, mais là, c'est un peu, tu vois, comme quand on a des enfants, on peut pas avoir de préféré, normalement. Donc là, Mais c'est moi, celui qui pour est dans ton l'écriture, ventre, en gestation. celui, oui. En tout cas, j'oublie très vite le précédent. Parce qu'en fait, quand il est fourni au lecteur, quand il est offert, quand il est là et qu'il vit, eh Ouais, bien, moi, tout ce que j'ai envie, c'est de me plonger dans un nouveau projet, de ouais. renourrir cette. Et c'est d'ailleurs un petit peu, je pense, le cas de beaucoup d'auteurs. C'est quand on aime écrire, quand on aime créer, c'est extraordinaire cette phase où tout est possible et où on crée la. Oui. Et d'ailleurs, souvent, je crée, j'ai déjà des idées préalablement à la sortie du livre. Je sais déjà celui qui va suivre. Mais ce moment où on commence vraiment à n'avoir plus que ça à penser et à s'y consacrer pleinement, Oh, c'est ouais, galvanisant. Moi, j'adore ce moment. ouais. Et donc, c'est mon préféré, forcément. Oui, Parce t'es que je les créatif. aime tous. Je les ai tous écrits avec une envie particulière, avec un amour particulier pour tel Ouais. ou tel personnage. Voilà, ils sont terminés. Tu as des objectifs à moyen ou à long terme? Non, à part l'objectif que j'ai déjà donné tout à l'heure, parce que maintenant que j'ai vécu ça, que j'ai la chance d'avoir un modeste lectorat mais établi, j'ai envie, en fait, mon objectif, c'est de ne pas les décevoir. C'est-à-dire Oui. de, enfin, j'ai des personnes qui me suivent vraiment, qui m'encouragent, qui lisent chacun de mes livres, qui le commandent avant même sa sortie, etc. Ces personnes, elles m'envoient des messages quand elles l'ont terminé en me disant j'ai encore adoré, quand arrive le suivant. Ça, c'est une motivation extraordinaire. C'est vraiment ce qui m'anime le plus, en fait. C'est de me dire comment je peux faire pour à nouveau les surprendre, à nouveau leur donner envie de m'envoyer un même message aussi enthousiaste une 5e fois. Ça, c'est mon objectif. C'est ta nourriture. Oui, bien Ah. sûr. Bah, merci beaucoup, Eva, pour ce témoignage et de nous avoir partagé ton parcours qui est vraiment riche. Et bravo pour ce succès et que je te souhaite encore long et, Merci beaucoup, et- Laurence. et nourrissant. Et merci pour ce que tu fais pour les auteurs aussi, parce que c'est ça aussi l'entraide, aider les Merci. autres à avancer. Mais merci à toi aussi, parce que c'est dans cette même veine et avec ces mêmes objectifs que tu crées cette journée. Et donc, merci. J'espère qu'elle sera intéressante pour un maximum de personnes.